J'ai découvert brusquement que ça m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, j'accueille Inès Sadoud. Inès a travaillé dans le marketing digital pendant plusieurs années avant de quitter son job pour créer By Concept, qui accompagne et forme les personnes qui souhaitent ouvrir un coffee shop. Elle nous parle des tendances autour des cafés concept et on discute de la prise de conscience des jeunes en quête de sens qui se lancent de plus en plus dans de nouvelles aventures à la recherche de liberté. Inès évoque le besoin de créer de la valeur, son obsession pour l'apprentissage et la maîtrise de toutes les tâches nécessaires à la croissance de son business. Je me suis vraiment reconnu dans le profil d'Inès, on a beaucoup discuté en off et je trouve que cet épisode illustre parfaitement l'idée principale de ce podcast. J'ai donc pris énormément de plaisir à l'enregistrer et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode tous les deux. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner au podcast, soit sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict depuis un téléphone Android, et d'y mettre une note, 5 étoiles de préférence, pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur SoundCloud et rejoindre mon chatbot pour recevoir les épisodes, les photos et autres anecdotes sur mes invités directement sur Messenger. Bonne écoute! Salut Inès! Salut Théo. Enchanté de faire ta connaissance et merci d'avoir accepté mon invitation pour un nouvel épisode de Déclic. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Je voudrais savoir un petit peu comment t'es venue cette idée de By Concept. Je me suis vraiment posé la question et je me suis dit peut-être que toi t'avais aussi eu envie d'ouvrir un café et que c'est comme ça que tu t'étais rendu compte que c'était compliqué et qu'il y avait potentiellement une demande. Ouais, alors en fait pour t'expliquer un peu mon parcours, en gros moi j'ai toujours été dans le digital marketing de base, donc pendant plusieurs années. Dernièrement j'étais média trader, c'est un poste assez spécifique, c'est de l'achat d'inventaire publicitaire pour être plus précise. Et en gros c'est vrai que j'avais envie d'aller sur d'autres canaux, notamment dans le digital marketing. Du coup, j'ai commencé à développer des projets perso en parallèle. Et il y a un projet perso qui me tentait pas mal, c'était l'ouverture d'un coffee shop. Enfin, ça m'avait traversé l'esprit. C'est assez bizarre parce que ça n'a rien à voir. Mais moi, mes parents sont commerçants, donc je me suis dit, c'est un peu tendance en ce moment. Je me suis dit, pourquoi pas m'y intéresser. Mais vraiment, de manière très superficielle, j'ai commencé à rechercher des informations sur Internet, donc très basique. Et je me suis heurtée à un point assez fondamental, c'est que très peu d'informations existaient sur le net pour aider les gens à ouvrir un commerce de base, que ce soit un coffee shop, que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, il y a un truc qui va pas là. Tu sais ce qui t'intéressait vraiment à ce moment-là dans le fait d'ouvrir un coffee shop? Est-ce que c'était ouais, est-ce que c'était je sais pas le contact avec la clientèle? Est-ce qu'il y avait des choses en particulier? Ouais, le contact avec la clientèle, et puis surtout d'avoir en fait c'est plus le fait d'avoir son propre truc. C'est ça qui m'a drivé depuis le début, c'est ça qui me drive aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment son propre projet, de driver son projet, de ne bosser pour personne évidemment. D'avoir son chez-soi mais au travail quoi. Et le coffee shop, c'est vrai que ça a un peu cette atmosphère, cette ambiance assez chill, assez coffee shop quoi. C'est ça qui m'attirait. Mais en fait je me suis rendu compte que j'étais pas prête pour faire ça. Par contre je me suis dit ok, moi je suis pas prête pour faire ça. J'ai pas les moyens, c'est pas le moment quoi. Par contre, je vais aller voir les gens qui ont déjà réussi à le faire et comment est-ce qu'ils s'y ont pris pour justement concrétiser leur projet. Donc j'ai commencé à écumer tous les coffee shops et même les cafés-restaurants, etc. de Paris. Il te manquait quoi toi exactement pour ouvrir le tien?
Franchement, je pense l'envie sur le moment, je m'étais dit que finalement, en y réfléchissant un peu plus et puis en me renseignant un peu plus, je me suis dit que c'est quand même un projet hyper lourd, quoi. En Et termes moi, je suis d'investissement financier ouais, déjà, ouais. ouais. Puis moi, je suis dans le digital marketing. Je me suis dit, je vais pas sortir tout de suite du digital. En fait, ça me plaît trop pour sortir dès maintenant. Même si le fait d'avoir son propre truc, son petit endroit, etc. Donc, j'ai reporté le projet à plus tard. Et du coup, je me suis recentrée sur le digital marketing, mais pour apporter une sorte de plateforme en ligne pour aider les gens qui, pour le coup, s'étaient retrouvés comme moi, sans information, sans aide, sans accompagnement, quoi. D'où la naissance de By Concept. D'accord. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur By Concept? En gros, c'est un site. La base, en fait, c'était tout simplement d'aller voir des gens qui ont monté des coffee shops et des restos et faire comme ce que tu fais un peu via le podcast et leur poser des questions, savoir exactement quels ont été leurs process, leur cheminement, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ouvrir le café et puis surtout savoir un peu leur background. Est-ce que c'est des gens qui ont fait plutôt, je sais pas moi, du commerce toute leur vie ou c'est des gens comme moi qui ont fait une école de commerce? Et je me suis rendu compte que la plupart, c'était des gens comme moi qui ont fait une école de commerce, une école d'ingé, une école de design, une école de com, enfin vraiment des études supérieures qui normalement doivent mener à des postes qui n'ont rien à voir avec le petit commerce. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, la plupart ont entre 30 et 40 ans, ils ont juste tous pété un câble. Ils ont tous voulu en fait changer de vie et ouvrir leur coffee shop, quoi. Justement, c'était une de mes questions. Justement, je voulais te demander quelle typologie de personnes tu rencontrais. Est-ce que c'était plutôt des gens qui sont dans la crise de la cinquantaine ou comme moi, je le vois beaucoup autour de nous en ce moment. Voilà, moi j'ai 28 ans. Je pense qu'il doit avoir a priori Pareil, le même ouais. âge, voilà. Et Ouais. autour de moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui, après 3-4 ans dans un travail traditionnel, ont envie de vraiment de changer. On appelle ça la crise de la 25e. J'ai vu que ça buzzait pas mal ce mot en ce Ouais, moment. il y a Rodolphe de Remotive.io, je sais pas si tu connais, Ouais, tout à fait, ouais. qui voudrait justement sortir un livre dessus parce qu'il a sorti un article hyper intéressant sur cette crise qui est pas la crise de la cinquantaine comme tu dis, ouais, c'est la crise de la 25e, c'est assez marrant, quoi. Et ouais, la typologie, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont même pas, pour la plupart, ils ont même pas la quarantaine et ils veulent changer de vie parce que ça fait plusieurs années qu'ils bossent sur des statuts en fait qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Et puis ils ont pas de sens en fait. Il y a aucun sens dans ce qu'ils font. Et ils veulent impacter, ils veulent revenir au concret, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai observé, c'est que il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience pour les 25-40 ans. Et ils veulent tous vraiment changer de vie, quitte à aller dans un domaine où ils n'y connaissent rien du tout. Enfin, pour te dire, c'est-à-dire que le petit commerce, c'est assez particulier. Il faut quand même avoir de l'expérience pour être bon dedans. Et puis, la plupart se lancent dedans sans accompagnement, sans réel projet, mais tout ce qu'ils veulent, c'est changer de vie. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ça vient, tu penses, de l'éducation, du fait que on nous demande de faire des choix très tôt dans notre vie, sans avoir considéré toutes les possibilités? Ouais. Moi, je pense que à un moment donné, ouais, on se retrouve dans des chemins hyper cadrés pour un peu copier les parcours que tout le monde fait. Du coup, probablement ces mecs-là, enfin d'ailleurs c'est le cas, ils se retrouvent sur des postes de consultants, des postes de chef de produit, des postes de designer, etc. Et en fait, ils se rendent compte qu'à la fin, la réalité est pas ce qu'ils pensaient du tout quand ils étaient en école. Et puis là, il y a aussi une vraie crise en entreprise. Il y a une vraie crise de managériale parce qu'ils se retrouvent pas dans leur société dans laquelle ils travaillaient avant. Et puis c'est vraiment ça que j'ai observé, c'est que les mecs veulent revenir au concret, ils veulent parler à des vrais gens, ils veulent plus être dans des sociétés totalement capitalistes et puis et qui n'a plus aucun impact sur la vie de tous les jours.
J'ai l'impression qu'il y a à la fois les gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas créé de valeur durant les dernières années de salariat, et aussi un manque d'apprentissage. En fait, voilà, les gens ont l'impression qu'ils apprennent plus rien dans leur boulot. Et c'est ce que tu disais, ils se lancent, limite ils prennent des risques un peu, voilà, exactement, limite des risques inconsidérés. Je prends l'exemple de... C'est sûr. Ouais, vas-y. Bah, c'est sûr, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui crachent au bout d'1 an, 2 ans, quoi. Ouais, c'est très rapide, ouais. Même certains, d'ailleurs, juste après les études, quoi, ils se rendent compte après plusieurs stages qu'ils ont même pas envie de continuer. Ouais, et puis il y a de plus en plus des jeunes qui sortent de l'école et qui se lancent direct dans des restos. Et puis il y a aussi cet aspect un peu cool, tu vois. Genre, tout le monde s'est dit un jour, je vais ouvrir mon resto, je vais ouvrir mon bar, quoi. Et là, c'est la nouvelle tendance. Et bah, je pense que tu connais un peu Paris, mais alors pas très bien. Pas très bien. mais à Londres, c'est pareil. Enfin, il y a un nombre incalculable de restos qui s'ouvrent toutes les 2 minutes et à tous les coins de rue. C'est tous des concepts. Ah oui, parce qu'il y a cette notion hyper importante de concept. Les mecs qui se lancent et qui ont le même profil que nous sont vraiment des gens qui veulent apporter de l'innovation. Et c'est pareil, ça va toujours dans cette même logique d'apporter de la valeur, de créer de la valeur, de créer un impact, de faire quelque chose d'innovant, d'avoir une place dans la société, de se dire que voilà, j'ai créé quelque chose et je le vois. Alors que quand tu es en entreprise, ce que tu crées, tu ne le vois pas. Et là, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie prise de conscience, c'est que les gens veulent réellement du concret, quoi. Ce que tu appelles un café concept, est-ce que ça va être dans la fabrication, le type de café que tu utilises, ou ça peut vraiment être quelque chose de totalement décorrélé, comme le fait de servir dans une ambiance particulière? Ouais, alors franchement, il y en a qui te disent moi le café c'est pas le plus important, c'est vraiment le service, c'est vraiment la manière dont l'ambiance va être perpétuée dans le lieu, etc. Donc chacun après a sa propre vision du coffee shop, mais les mecs font quand même tous, pratiquement tous, en tout cas des formations pour être barista. Donc barista c'est un nouveau métier, puis c'est très très manuel, c'est très concret aussi. Donc du coup là aussi ils se retrouvent finalement à apprendre à faire du café, à appréhender une nouvelle culture qui est la culture du café, qui est vraiment tendance en ce moment, mais qui est très petite. C'est quand même une niche très 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 spécifique à Paris, très petite, alors qu'à Londres par exemple ça cartonne, tu vois. Ouais. À New York, en Australie, pourtant on est quand même culture café en France, tu vois. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Et puis les coffee shops à Paris et même en province, ça commence à ouvrir à tous les coins de rue aussi. Donc c'est une vraie culture. Les gens se retrouvent dans cette culture-là. Et ils se retrouvent encore dans cet aspect très terre-terre, quoi. C'est vraiment ce qui les drive, quoi. Et toi, du coup, ce qui te manquait, tu parlais de création de valeur tout à l'heure. Donc, pour revenir un petit peu sur ton expérience de marketing digital, moi, je viens du même domaine, donc voilà, acheter des inventaires, je vois tout à fait ce que c'est, mais je suppose que du coup, t'es devant des chiffres toute la journée et t'optimises des campagnes d'acquisition. Donc, je crois que j'ai regardé sur LinkedIn, tu faisais principalement du display, donc c'est les bannières un petit peu intrusives que les gens vont voir sur les sites. Tu travailles y a aucun impact, quoi. Ouais, ça, à part pour ton entreprise, quoi. Bah, c'est ça. Alors, à la limite, tu vois, acheter des bannières display pour un produit qui me challenge parce que c'est un produit que j'ai créé, parce que je veux vraiment que ça se fasse connaître, etc. Ok. Mais à un moment donné, au bout de 3 ans, je me suis dit, ok, mais où est la valeur ajoutée derrière, quoi, tu vois? Travailler pour des grosses sociétés pour finalement dépenser des milliers d'euros en budget. Enfin, tu sais ce que c'est, quoi. Tu sais que tu as des milliers d'euros de budget qui sont dépensés pour un impact hyper minime derrière en performance. Et puis là, tu dis ouais, enfin, c'est de la pape, quoi. Donc, t'as juste envie de voir ce que tu pourrais réellement impacter en valeur derrière avec un produit que t'as créé toi, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu créer By Concept, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer un produit pure web, parce que c'était un blog à la base. C'est ça, tu produisais pas mal de contenu au début, articles et vidéos. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis dirigée vers d'autres canaux.
Moi qui étais très spécialisée sur le canal RTB, j'ai voulu vraiment me positionner sur tous les autres canaux web marketing et digital marketing. Ok, alors juste pour les personnes qui connaissent pas RTB, ça veut ouais. dire, tu peux expliquer? Alors, real-time bidding, en gros, c'est de l'achat d'inventaire, d'espaces publicitaires, mais de façon automatisée sous forme d'enchères. Donc, c'est du display concrètement, mais dont le coût est hyper optimisé, quoi. D'accord. Donc, du coup, moi, j'ai voulu me diriger vers comment créer un site internet, comment driver du trafic sur un site, comment créer une audience, comment parler à cette audience, comment créer une brand, comment créer une image, tout en parlant de cette niche très spécifique, très concrète qui est d'ouvrir un coffee shop, quoi. D'accord. Donc du coup, tu as produit beaucoup de contenu, c'est ça? J'ai même vu que tu avais un petit podcast, il y avait quelques épisodes. Ouais. Il y a quelques épisodes. Alors, bon, tu dois connaître, mais c'est hyper dur de s'organiser pour... En fait, il y a deux éléments. Il y a le premier élément, alors, les gens que je contacte, certains ne veulent pas être interviewés et que l'on diffuse après le podcast. Tu penses que c'est pour un problème de concurrence? Ouais, alors il y a ça aussi, c'est que le petit commerce, concrètement aux autres secteurs, il y a une vraie peur, ça c'est dommage, hein, mais il y a une vraie peur de se faire piquer l'idée, de se faire piquer les process qu'ils utilisent, de se faire piquer un peu l'image derrière l'histoire, etc. Donc du coup, ils évitent d'en parler, et puis s'ils en parlent, c'est très succinct, c'est très, très rapide et très, très superficiel, donc ça va pas trop loin. Et par contre, t'as l'autre catégorie de personnes qui se lâchent complètement et qui donnent tout, quoi. Donc ça, c'est super cool. C'est super cool parce que du coup, moi, je peux m'imprégner de ce qu'ils disent et après accompagner ceux qui le veulent, tu vois. Donc tu les accompagnes via une formation et je crois que tu es assez bien entouré, c'est ça? Il y a des professionnels avec toi? Ouais, c'est ça. En gros, alors le projet, il a quand même 1 an et demi. Et quand j'ai démarré, j'ai vraiment fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Donc du coup, il y a eu pas mal de pivots. Qu'est-ce que tu as fait par exemple? Ah oui, tu veux dire que tu as pivoté plusieurs fois, t'avais pas bien... J'ai pivoté vraiment plusieurs fois parce que... Alors la première, c'est que au début, c'était pas forcément spécialisé sur le coffee shop, c'était surtout café-restaurant, même bar à cocktail à un moment donné, parce que tu sais, t'as des bars à cocktail qui font aussi coffee shop et qui font un peu les deux. Et il y a un moment donné où je me suis dit non mais maintenant on va faire vraiment coffee shop, pur coffee shop, quoi. Sauf que le coffee shop c'est une niche, quoi. Donc du coup à un moment donné en termes de recherche sur Google du mot-clé ouvrir un coffee shop, tu restes limité à un seuil et tu peux pas dépasser ce seuil. Donc en termes de trafic, je me suis cantonnée à un trafic minimum et je pouvais pas dépasser ce trafic, quoi. Donc ce qui fait que ce projet restera petit dans tous les cas. Après, il pourra être dupliqué sur plusieurs sites différents, mais celui-là, il restera assez small. Donc du coup, ça, à la base, j'ai commencé par la création d'articles. Même à un moment donné, j'ai même fait des interviews vidéo que j'ai postées sur YouTube. Un mini podcast. Donc là, c'était vraiment pure création contenu. L'objectif, c'était vraiment de parler à une audience. Et pour parler à une audience, il fallait que tu lui amènes du contenu hyper riche, quoi. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. Et à un moment donné, tu sais que pour monétiser du content, faut apporter une valeur, quoi. Et cette valeur-là, c'est par la création d'une formation from scratch, c'est-à-dire ouvrir un coffee shop de A à Z, quoi, que je vendais sur mon site. Donc ça, c'était l'offre finale, parce qu'effectivement, tu disais la manière de monétiser le trafic, une fois que tu as des gens qui arrivent sur ton site, il y a 2 solutions. Soit c'est la publicité, mais a priori, t'en sortais, donc voilà, tu c'est changer. ça. Soit effectivement la vente le trafic était trop petit pour pouvoir monétiser via la pub. Évidemment, ouais. Et du coup, la formation, est-ce que c'était le dernier pivot? Enfin, t'avais vraiment trouvé ce qui marchait? T'as essayé d'autres choses avant? En fait, ouais, c'est l'avant-dernier pivot parce qu'en gros, je me suis rendu compte que la plupart des gens achetaient ma formation en ligne, mais ne la lisaient pas, ne l'utilisaient pas. Donc, c'est pas trop impactant et moi, c'était pas ce que je recherchais.
Du coup, je me suis dit, bon, le meilleur moyen, finalement, c'est de faire une vraie formation, une formation en présentiel. Donc là, je pars sur la création d'un organisme de formation euh, pour, euh, pour justement faire de vraies formations. Alors, c'est pas moi qui sera en charge des formations, mais comme tu disais, je me suis entourée de gens pour donner une vraie formation hyper complète et accompagner les gens de A à Z pour qu'ils ouvrent leur coffee shop, leur café-restaurant, etc., quoi. D'accord. Donc c'est une formation de 6 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et les experts qui travaillent avec toi, alors j'ai lu qu'il y en avait un, voilà, qui avait de l'expérience dans les commerces de proximité, Ouais, et l'autre purement personne. commerce de Ouais, d'accord. proximité. Et l'autre, là, pour le coup, ce sera vraiment sur la partie barista, apprentissage de la culture de café, et puis apprendre à faire tout simplement du café de spécialité, parce que c'est un vrai art. Je pense que tu dois être sensibilisé peut-être à Londres, mais c'est pas facile, et t'as vraiment besoin d'être formé par un vrai barista pour le faire. Qu'est-ce qui fait un bon barista selon toi? Qu'est-ce qui fait un bon barista? C'est un mec qui soit capable de gérer plusieurs choses en même temps au sein du coffee shop, qui soit capable surtout de servir du très bon café en boutique, et qui soit un peu polyvalent, quoi. Mais le mec qui va gérer le coffee shop, il sera pas forcément tout le temps derrière la caisse, mais par contre, il doit savoir comment travailler un barista, il doit savoir comment lui-même faire du café, et puis pas compter forcément sur ses employés pour pouvoir assurer la réussite de son coffee shop, quoi. Tu dis qu'un bon barista c'est faire un bon café. Est-ce qu'il y a vraiment des compétences à maîtriser qui sont, voilà, qui peuvent influencer le goût du café, ou est-ce que bon, ça va être principalement le grain? Alors c'est le grain, mais c'est surtout la technique. Moi, je t'avoue que j'en sais pas plus. J'ai jamais testé. J'aimerais bien d'ailleurs faire une formation barista histoire de tester. Mais il y a des vraies techniques à appréhender. C'est hyper dur. C'est hyper dur de faire du très bon café. On pourrait pas l'imaginer comme ça. Mais il y a de vraies techniques. Il y a des concours de barista qui élisent chaque année le meilleur barista de France. Voilà. Donc tout ça, tu vois, ce milieu-là qui est très petit, c'est le milieu du café de spécialité. Mhm. En France, il est très petit, tu vois, c'est très niche. Mais par contre, tu vas à Londres, à New York, en Australie, c'est dingue, quoi. Ouais, à Londres, c'est Ça vrai a rien à voir. il y a ça à tous les coins de rue, et il y a des super bons endroits. Ouais, et Euh, puis il y a des vrais baristas, quoi. Les mecs sont hyper calés. hmm. En France, on est encore en train de dire, ah ouais, je paye 5 € pour mon café, quoi. Enfin, tu vois, alors que c'est du vrai café spécialité. Derrière, il y a des coûts, tu vois, qui font que le café coûte 5 €. Donc voilà, voilà, en gros, de toute façon, voilà, comment est parti le projet de base, qui était tout simplement un blog et qui arrive aujourd'hui à de la formation en présentiel, sur laquelle je fais intervenir des experts du café spécialité et du commerce de proximité. D'accord. Du coup, toi aujourd'hui, tu t'occupes de la partie uniquement marketing. Ouais, Et marketing, partenariat, contenu, sachant que j'ai aussi une partie de ma semaine qui est dédiée à des contrats clients en tant que freelance. Et à pour côté, financer ton projet, c'est ça? ouais, voilà. Et à côté, j'ai Projet by Concept qui me prend une partie de mon temps. Et l'autre partie de mon temps, je développe également d'autres projets. Parce que j'aime bien être sur plusieurs projets en même temps. J'ai du mal à me focus sur une seule idée. Du coup, voilà, ma semaine est un peu divisée comme ça. Est-ce que c'est des projets dont tu peux nous parler qui sont liés à By Concept, ou c'est vraiment très éloigné? Non, franchement, ça n'a rien à voir. En gros, je suis en train de lancer un site dropshipping. Et je suis en train de lancer un site de formation aussi, mais plutôt axé sur le marketing digital. D'accord. C'est bien que tu parles de dropshipping, je sais pas si t'as entendu, mais il y avait un épisode où on a fait venir Thomas Despin. Ouais, Ouais, je sais pas si t'as écouté, j'ai pas mais vu, non. il en parle beaucoup. C'est vrai? Ah, Ouais. j'écouterai alors. Ouais, c'est marrant. Quand t'as décidé du coup
de vraiment passer à autre chose. Est-ce que tu as eu des obstacles qui soient, je veux dire, voilà, financiers, monétaires, ou que ce soit des blocages un petit peu psychologiques? Est-ce qu'il y avait des peurs, voilà. Tu veux dire du monde corporate au monde indépendant? C'est ça, je parlais la dernière fois avec une amie qui va probablement passer sur le podcast et qui me disait qu'elle avait très très peur au moment de changer, de la page blanche, le fait de se lever, de pas savoir quoi faire, parce que t'as été réglé pendant des années sur un 35-40 heures, 9h, 18h, et d'un seul coup tu te retrouves chez toi, comment tu réussis à te motiver, etc. C'est clair. En fait, j'avais déjà pris cette habitude-là pendant 1 an, voire 1 an et demi. Parce que tu travaillais de chez toi ou? Non, parce que je travaillais du coup dans mon ancienne boîte pendant la semaine, mais par contre tous les soirs et tous les week-ends, je bossais sur By Concept déjà. D'accord. Donc du coup, je me suis habituée en fait à adopter un rythme de travail from scratch et du coup, ça m'a permis de me lancer hyper facilement. Et de me dire bon voilà, là c'est le moment, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui prenait sur By Concept. Alors même si finalement en termes de revenus ça générait pratiquement rien au moment où je me suis décidée de partir, mais je me suis dit que là je pouvais plus faire les deux en même temps, quoi. En fait, je pense qu'il y a ce déclic là que les gens doivent avoir, c'est que en tout cas je recommande vraiment de lancer un projet en parallèle de son taf. C'est-à-dire que il faut que tu saches si tu es capable de bosser, comme tu disais, si tu es capable de bosser, de te lever à 9h du mat et de finir à 7h du soir en bossant exclusivement sur un projet perso à toi. Si t'es pas capable déjà de le faire en un week-end ou en une soirée, c'est qu'en fait tu fais partie du monde corporate et pas du monde d'indépendant, quoi. Donc moi, je me suis rendu compte que pendant un an, j'ai été capable de le faire à côté de mon travail, de le faire tous les soirs et tous les week-ends. C'est qu'à un moment donné, je me sentais de le faire et de me lancer définitivement, quoi. Si on revient tout à l'heure sur ta formation, donc tu disais que tu avais commencé par des formations online, donc probablement des formations que tu préenregistres vidéo. Ouais. Et donc tu arrivais à les vendre, en fait. C'est juste que tu te rendais compte que les gens l'utilisaient pas. C'est ça. Et tu les vendais directement, ou est-ce que tu passais par des plateformes? Je sais que, par exemple, moi, en ce moment, chez Taboula, dans la boîte pour laquelle je travaille, on travaille avec Live Mentor, qui est assez connu et qui propose du coup des formations. Tu t'as parlé de dropshipping, par exemple. Bon, je sais qu'ils font des formations de dropshipping. Est-ce que tu aurais pas pu leur vendre justement cette formation? Live Mentor? Ouais, ou d'autres plateformes de formation, ouais. Non, parce que en fait, l'objectif aussi de base que ce soit projet By Concept ou tous mes projets, c'est vraiment d'apprendre à tout faire. Alors, c'est peut-être pas la bonne solution, je suis d'accord, mais j'ai cette curiosité là qui fait que j'ai envie de tout tester, que j'ai envie de tout essayer et de ne rien sous-traiter, quoi. Donc à part la partie code que je ne fais pas parce que j'ai pas encore appris, mais tu vois, je compte l'apprendre. Je veux vraiment tout faire, je veux vraiment tout voir, et je veux pas donner ça à quelqu'un d'autre, ou parce que tu vois, par exemple, tu peux prendre un freelance sur Upwork, le payer à l'heure et sous-traiter des tâches que t'as pas envie de faire. Parce que moi, pendant un an et demi, j'ai fait toutes les tâches de merde que j'avais vraiment pas envie de faire, je l'ai quand même fait. Et toutes les tâches qui sont hyper intéressantes, tu vois. Mais je voulais vraiment tout faire parce que je voulais voir l'envers du décor. Je voulais voir comment monter un business sur Internet, quoi. Et comprendre comment réaliser un business sur Internet et comment être rentable, tu vois. Je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment pas facile, que c'était hyper dur, et que les mecs les infopreneurs qui te font croire que tu passes de 0 à 1 million en un an hyper facilement et hyper rapidement, c'était vraiment du bullshit, quoi. Mais c'était vraiment mon envie première, c'était de tout faire, quoi. Ouais, je suis assez content que tu parles des infopreneurs qui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'esprit critique et qui croient à ces choses-là. Bon, c'est des business ultra florissants en plus, hein.
Bah ouais, énormément ça de- cartonne, ça énormément de cartonne. formations qui se vendent. Bon après, j'en parlais justement avec Stan Leloup, qui Oui. vend des formations de copywriting, Ouais, qui expliquait très bien que ce qui est important, c'est la promesse qu'on fait. bien sûr. Voilà, je suis pas du tout contre la vente de formation, c'est juste que voilà, les promesses qui sont faites sont parfois irréalistes et complètement mensongères. Ouais, et puis Stan Leloup, lui, il est pas du tout dans cette. Stan Leloup est un infopreneur, et même moi, je suis un infopreneur, parce qu'en gros, infopreneur, c'est juste la contraction entre information et entrepreneur, Mhm. et on vend de l'information. C'est exactement ça. C'est juste que maintenant, ils ont tellement, euh, en fait, entaché ce mot-là que tu peux plus l'utiliser. Tu peux plus te qualifier comme infopreneur, et Stan Leloup, c'est pareil. Il peut plus se qualifier comme infopreneur, parce que sinon, il est considéré comme ringard, et puis surtout comme noobs, quoi. Donc, c'est pas le but, et puis c'est dommage, parce que aux États-Unis, tu vois, c'est pas comme ça. Je sais pas si tu suis un peu les infopreneurs. Ouais, bien sûr, mais c'est comme le développement personnel, ça a une image de Ouais. ringard en France, bien sûr, ouais. Mais c'est hyper dommage, parce que maintenant, les images qu'on a des infopreneurs en France, c'est juste, je sais pas si tu connais Théophile Hélier, Bien sûr, ouais. Léo Alors, Léo Léo Guillot, Guillot, là, je son voulais surtout stagiaire. en fait, je vais couper cette partie parce que je voulais absolument merde. pas qu'on cite les noms. Non, mais en fait, Ah oui, putain. voilà, malheureusement, quand tu cites les noms, j'allais les citer tous les deux, ben, ça leur ramène du trafic. Et j'avais Ouais. pas spécialement envie, mais bien sûr, c'est la risée des infopreneurs. Et c'est à Ouais. cause de personnes comme ça que malheureusement, tu mets tous les infopreneurs dans le même bucket. Et C'est c'est ça. malheureusement ce qui est dommage. Mais aux États-Unis, c'est pareil, hein. On peut en citer 2 ou 3 comme ça, hein. Bon, Ouais, mais après, il y en a des très bons aussi. Du coup, Non, ça bien peut sûr, ouais. faire remonter un peu le truc, mais c'est vrai que, en fait, ce qui est dommage, c'est que tous les créateurs de contenu, en fait, pâtissent de cette image. Enfin, c'est vraiment tout mec qui crée une chaîne YouTube, tout. Puis c'est un vrai travail de créer du contenu. La création de contenu, c'est un travail incroyable. Mais du coup, on retient finalement que cette image ringarde d'infopreneur, donc il faut pas se qualifier comme infopreneur, quoi. Voilà, bon, pour revenir en tout cas sur leurs vidéos YouTube, allez voir les vidéos de Théophile Hélier, on va finalement changer la communication. Enfin, c'est ultra drôle, honnêtement, il faut le prendre au second degré, Bien sûr. mais n'achetez pas ces formations. Non, surtout. Tu parlais du coup du fait de pas vouloir déléguer, et moi je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu as dit sur le fait de vouloir toucher à tout, sauf le Ouais. code. Moi aujourd'hui par exemple, je prends une formation de copywriting à côté de mon travail, donc tous Ça, les c'est soirs cool. voilà, je dois recopier des sales letters en anglais qui m'apprennent en fait les procédés psychologiques qu'il y a derrière tout ça. Ça, c'est trop bien. Et c'est vrai que ça m'intéresse, mais rapidement, surtout quand t'as un boulot à côté, j'ai l'impression que t'es obligé de déléguer, et que c'est même important, parce que sinon tu restes dans en fait tu vas mettre de côté la croissance de ton projet, parce que t'as cette obsession de tout contrôler. Ouais. Oui, je suis d'accord, ça va moins vite. Tu grossis moins vite. Mais je pense que tout dépend de l'objectif de ton projet. Moi, mon objectif était pas du tout un projet afin que celui-ci devienne rentable. En gros, c'était pas pour gagner de l'argent. C'était C'est pour ça. apprendre. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, tu sais, on a tous des drivers. Moi, mon driver numéro 1, c'est l'apprentissage. Donc, tant que je n'apprends pas, je me fais chier. Et du coup, je peux pas avancer. Donc, moi, je vois pas l'aspect pécunier dans mes projets. Alors, il y a certains qui vont dire, ouais, mais du coup, comment tu fais pour vivre et pour voilà. Mais en fait, je me débrouille par d'autres moyens. Je veux juste apprendre avec mes projets. Donc, c'est pour ça que j'aime bien tout faire. Maintenant, oui, effectivement, des fois, je fais appel à un freelance Upwork pour, je sais pas moi, pour relire mes articles ou pour, tu vois, des tâches de merde comme ça. C'est vrai que ça me fait chier de les faire. Et du coup, j'essaye de les faire sous-traiter. Mais même tous ces trucs de merde qui sont relous à faire, à un moment donné, ça t'apprend quelque chose aussi. Il y a forcément un élément qui va te faire qui va faire que tu vas te dire ah ouais, j'avais pas vu le truc comme ça, ah ouais, je viens de comprendre qu'en fait c'est grâce à ça que et du coup oui, par contre ton projet derrière il mettra plus de temps à devenir rentable. Je suis d'accord.
Et Mais tout dépend de ton objectif. l'obsession de l'apprentissage, est-ce que ça a pas des côtés négatifs? Moi, je me retrouve encore une fois beaucoup dans ce Oui, que tu dis. carrément. Et Carrément. malheureusement, j'ai l'impression que c'est très Carrément. lié avec l'obsession du temps. C'est-à-dire que tu dois mettre ton temps, tout le temps que tu as, à profit. Donc que ce soit, je vais prendre mon exemple, mais voilà, moi je suis dans le métro, je fais 2h30 de métro tous les matins, bah, j'ai besoin d'avoir un bouquin, des podcasts, des choses Ouais. qui vont m'apprendre quelque chose. Et même les bouquins, lire un roman, pour moi c'est très compliqué. Parce que Ouais, moi pareil, je ouais. m'en veux, j'ai l'impression de perdre mon temps. De pas apprendre. Exactement, ouais. Mais c'est horrible. C'est pas que c'est horrible, mais c'est une angoisse constante. Quand je passe une journée à rien faire, je suis à la fin angoissée parce que je me dis que je n'ai rien appris. Donc ouais, c'est hyper, c'est hyper compliqué de gérer ça, surtout quand tu es indépendant. Parce que finalement, t'as pas un vrai cadre, tu travailles quand tu veux, où tu veux. Et du coup, c'est à toi de te dire, bon, ben là, lundi, il faut que j'apprenne ça, tu vois. C'est hyper compliqué de le respecter et de le mettre en place, quoi. Parce qu'en fait, et puis moi, j'ai toujours tendance à dévier sur plein de trucs en même temps. C'est-à-dire que j'ai un onglet qui va être ouvert sur un tuto SEO, et puis un autre onglet qui va être ouvert sur un tuto Facebook Ads, etc., etc. Ouais. Et du coup, je jongle, tu vois. Sauf que non, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut être focus à 100%. Et ça, tout le monde le dit qu'il faut être focus. Sauf que t'as toujours cette peur de rater, en fait. Tu sais, don't miss out, quoi. C'est hyper compliqué de gérer ça, mais je pense que ça prend. Faut juste prendre du temps, quoi. Ouais, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur la productivité. Bah, d'ailleurs, je te conseille d'écouter Nomade Digital. Ils en parlent beaucoup, Ouais, ils donnent j'aime beaucoup beaucoup, beaucoup de techniques justement pour rester Ouais, j'aime focus, bien. parce que c'est vrai que malheureusement avec tous les réseaux sociaux t'es même rapidement déconcentré, et en plus quand t'avances pas sur un projet ou quand tu t'es fixé un objectif par exemple d'apprentissage et que tu vois que t'es en retard ou que finalement tu l'as pas atteint, bah potentiellement Ouais. t'es dans un état d'esprit qui est ultra négatif parce que tu t'en veux, et ça t'aidera C'est pas, ça. quoi. Ah ouais, non, c'est clair. C'est hyper. Mais tu vois, je sais pas si tu connais Nomad List, du coup. Ouais, bien sûr. Et le mec qui a créé Nomad List, tu vois, c'est un truc que j'aimerais faire aussi. Tu sais ce qu'il a fait, là, les 12 projets, 12 side projects en 12 mois. Ah non, ça j'ai pas vu par contre. En gros, il a créé Nomad List en un mois. C'est-à-dire qu'il s'est fixé un objectif de 12 mois. Et en 12 mois, il crée un side project par mois, tu vois. Et c'est hyper pertinent parce qu'en fait, tu dis, ah ouais, mais attends, tu peux pas monter 12 side projects en 12 mois. Enfin, moi, j'ai monté un side project en un an, genre, comment il fait? Mais en fait, c'est juste que t'es tellement focus pendant un mois, t'as un objectif en tête de terminer ce side project, que tu construis des MVP et après tu les testes. Mais le mec a réussi à sortir 12 side project, quoi. C'est hyper impressionnant. Et en fait, c'est juste que c'est focus, quoi. Focus attitude à fond. J'ai eu un petit conseil, du coup, je suis allé voir Thomas Despin, un de mes invités à Bali, qui habite là-bas. Et lui, Ah, il cool. avait vraiment une routine le matin pour être tout de suite dans un mood positif. En fait, Ouais. il expliquait qu'au début, c'était mis des choses voilà, plutôt compliquées à achever. Et du coup, c'était pas possible, il n'arrivait pas à finir sa to-do list le matin. Donc il fallait qu'il médite, qu'il fasse son lit. Bon, ça, c'est plutôt des choses simples. Mais il y avait des choses un petit peu Ouais. plus compliquées. Et en fait, le fait de les simplifier et de les ramener vers des choses très habituelles, tu vois, typiquement manger un fruit ou un légume, se faire un petit déjeuner, de manière beaucoup plus naturelle, tu vas cocher ces points-là, et en fait, tu peux te Ouais. mettre à bosser dans un mood positif en une demi-heure. Je Ah, sais c'est pas une si bonne toi, idée, ça. t'as une routine justement comme ça que tu pourrais simplifier ou que tu as actuellement qui te permet de rapidement être productif parce que t'es justement tu te sens bien, quoi. Ouais, en fait, je pense que les routines, ça s'apprend. Et puis surtout, ça se teste. C'est-à-dire que tu peux pas te dire à un moment donné. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, ouais. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas te dire, ah ouais, j'ai vu cette routine de tel mec, j'ai vu cette routine dans tel livre, appliqué, je vais le faire tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte en testant plusieurs que tu as une routine qui t'est propre, quoi, et qui te correspond à toi.
Tu vois, j'ai testé le truc Pomodoro là. Ça, Les, les j'ai Pomodoro, pas c'est. réussi. Ouais, c'est terrible. Ouais, non mais enfin, j'ai pas réussi. Après, je me suis mise une routine d'écrire un article de blog de 8h à 9h tous les matins. J'ai pas réussi. J'ai fait enfin voilà, tu testes plus ou moins les routines et en fait, je me suis rendu compte que je me suis mise comme routine de me dédier un jour pour tel projet. Genre, je me suis dit que jeudi, c'était By Concept, vendredi, c'était mon site dropshipping, etc., etc. Et que je me dédiais ces jours-là. Et finalement, je suis plus efficace. Et par contre, je suis toute la journée dessus. C'est-à-dire que de 8h à 7h, je suis non-stop dessus. Et par contre, à 7h, j'arrête. Parce que mon cerveau peut plus, quoi. Mais par contre, je suis à fond, quoi. De 8h à 7h, je suis à fond. Soit je me mets dans un coffee shop, soit je me mets dans une bibli, soit je reste chez moi. Mais je me suis rendu compte que déjà, je suis hyper productive. Et deuxièmement, je compare ma productivité actuelle à celle d'entreprise. Ah, C'est juste rien à voir. c'est le jour et la nuit. Mais c'est incroyable. Mais c'est-à-dire que quand tu es en entreprise, tu as tes collègues qui viennent te chercher pour le café dès que tu arrives le matin. Tu as ensuite un rendez-vous, voire 2, voire 3, la journée qui te coupe à chaque fois ta productivité. Les réunions qui servent à rien. Ouais, les réunions qui servent à rien. Puis tu as la pause déj. Finalement, à 11h30, tu as tout le monde qui se réveille et qui se dit on va manger où ? Tu perds déjà 1 heure, puis après tu perds 1h30 pour manger. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Et donc en fait, finalement, je pense que, enfin, tu sais, t'as des stats là qui sont en train de dire que aux États-Unis, t'as plus de 50% de la population active qui va devenir freelance. Mais je me dis, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour la productivité, pour créer des business, pour créer des entreprises. Il faut que les gens soient indépendants, Ouais. soient libres. En freelance ou en remote, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ou en remote, comme dit Rodolphe, tu vois. Mais c'est hyper, c'est incroyable en fait la différence. J'ai vu ces Ça m'a statistiques choqué. aussi, je sais plus pour quelle grosse. C'était une grosse boîte qui avait posté cet article, genre PayPal ou. Non ? Ouais. Sur justement sur Ouais, je sais leur plus qui. effectif qui Mm. se mettait à de plus en plus travailler en remote et que au niveau de la croissance de l'entreprise, Ouais. ils avaient vu un impact positif. Bah ouais, non mais c'est sûr. C'est évident que demain il y a un vrai bouleversement de l'entreprise qui nous attend, quoi. Écoute, très bien. Peut-être dernière question un peu plus technique. Du coup, tu fais comment Vas-y. aujourd'hui pour driver du trafic sur ton site? Quels canaux tu vas utiliser? Alors, moi, je suis plutôt spécialisée sur l'inbound marketing. Donc, en gros, l'objectif, c'est pas d'aller chercher les clients, mais c'est que les clients viennent à toi. D'où l'intérêt d'avoir une vraie niche, d'avoir une vraie marque, de t'identifier à une vraie cible. Donc, il faut vraiment que tu crées tes personas. Et donc, à partir de ce moment-là, de créer du contenu hyper riche pour que les personnes puissent venir te voir et te qualifier d'expert dans cette niche. Tu vois, moi, aujourd'hui, les gens qui viennent sur mon site et les gens qui achètent ma formation sont hyper contents de By Concept et me considèrent vraiment comme un expert sur cette niche-là, alors qu'en fait, je suis pas réellement expert, c'est juste que je donne l'information parce que moi, je suis allée la chercher auprès des gens qui ont ouvert un coffee shop, etc. Mais le fait de redistribuer cette information, le fait de se positionner finalement comme RP du coffee shop, ben du coup les gens t'identifient plus facilement. Puis le fait qu'il y ait un visage aussi, ça fait partie du personal branding. Donc j'ai vraiment développé un personal branding autour de moi. Et donc pour moi c'est le marketing qui me paraît le plus cohérent, le plus valorisé, le plus éthique aussi, tu vois. On va pas aller chercher comme le RTB, on va pas aller bourriner le crâne des gens pour dire acheter et les suivre partout sur leur parcours utilisateur, tu vois. Avec des bannières que plus personne regarde d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est marrant que j'ai toujours été surpris. Moi, je suis dans le natif du coup, donc dans la publicité qui est quand même beaucoup moins intrusive. Et je me demande encore qui achète de la bannière. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Ouais. Là, je pense qu'on peut partir 1 heure sur le sujet. Ouais.
Eh bien écoute, très bien Inès, j'ai préparé quelques questions. Le but c'est que je te les pose et que tu me répondes de manière très rapide pour que ce soit un petit peu plus authentique. Ouais, carrément. Vas-y. Est-ce que t'es prête ? Vas-y. Eh ben super. Alors l'entrepreneur qui t'inspire le plus ? Elon Musk. Tu préférerais gagner le même salaire en travaillant 2 fois moins ou doubler ton salaire en travaillant le même nombre d'heures ? Doubler mon salaire en travaillant le même nombre d'heures ? Ouais. Bah ouais, carrément. Sinon, l'autre option, c'était de gagner le même salaire, mais en travaillant 2 fois moins. Ah, ok. Écoute, La question, elle passe toujours très mal de manière audio comme ça. mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je préfère travailler moins. Ouais. Si tu pouvais faire tout ce que tu veux aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais ? Tout ce que je veux aujourd'hui, Tout ce que tu veux. tout ce que je veux aujourd'hui, là aujourd'hui, je compte partir en digital nomade. Donc c'est quelque chose que je veux faire, mais que je suis pas encore actuellement sur. Enfin, je le fais pas encore actuellement. Donc là, normalement, dès novembre, je pars en digital nomade, donc j'espère que ça va se faire. D'accord, et ben du coup, prochaine question. Si tu pouvais travailler d'où tu veux, tu travaillerais d'où ? Je pense que si je pouvais travailler de Melbourne, j'aimerais bien. Ton café J'adore cette préféré sur Paris ? Mon café préféré sur Paris, j'adore le Loustic. Loustic Café. Un trait de caractère que tu aimerais changer ? Bah, le fait de me disperser, ouais. Ouais. C'est chiant. La personne qui t'a le plus soutenu pendant ta transition et pendant tes différents projets ? Mon mec. Et dernière question, cappuccino americano ou thé vert de Chine ? Un café latte si je choisis, ça va? Ouais, c'était pas dans les options, mais pourquoi pas. Super, bah écoute, merci beaucoup Inès. Petit instant promo, vas-y si tu veux dire quelques mots sur ton projet ou les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver. Ouais, carrément. Bah écoute, si certains d'entre vous ont l'envie, en tout cas, de se lancer dans l'ouverture d'un coffee shop parce que vous en avez marre de votre vie actuelle, que vous avez envie de changer de vie et que vous avez envie de faire quelque chose de plus concret, n'hésitez pas à aller visiter mon site qui s'appelle byconcept.co. Ouais, c'est .co. Et vous trouverez également sur les réseaux sociaux. Alors Facebook, j'ai une page Facebook qui s'appelle byconcept.co également. Je mettrai tout dans la description. Carrément. Donc voilà. Super, bah merci beaucoup Inès. Je te remercie. Allez, à plus tard, salut. Bye. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. À bientôt!